bienvenue dans un nouvel épisode de Flair. On a décidé de coproduire avec BPI France dans le but de pouvoir faire découvrir des entrepreneurs, des artistes. On peut dire à Dèvres qu'il y a aujourd'hui de nouveau de la faïence. Il y a une femme sur 8 qui va être confrontée à un cancer du sein au cours de sa vie. Depuis 2023, il y a de plus en plus de femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Seulement 7% des employés français estiment être engagés dans leur entreprise. Les femmes entrepreneurs, les entrepreneureux sont isolés et ça c'est partout en France. Peu de femmes voulaient se mettre en avant et parler d'argent. Moi j'aurais pas pu prendre ma place comme je l'ai prise aujourd'hui si vraiment j'avais pas eu des coups de pouce, des encouragements. Non, on veut juste prendre notre place comme ça devrait être depuis des années. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode de Flair. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui va vous parler, qui va parler d'entrepreneuriat au féminin. Juste pour les personnes qui vont potentiellement découvrir Flair au travers de ce premier épisode. Flair, c'est une coproduction qu'on a coproduit du coup avec BPI France et Com, mon agence de communication créative. Et on avait vraiment envie de pouvoir créer un talk show qui parle d'entrepreneuriat, qui parle des actus business, qui fait découvrir des entrepreneurs, entrepreneuses qu'on va découvrir tout au long de cette émission. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter pour pouvoir nous donner un maximum de force. Et sans plus attendre, je vais faire un petit tour de table et je commence avec à ma gauche, Amandine Barthes. On peut s'applaudir à chaque fois qu'on se fait un petit tour de table. Amandine Barthes, tu es fondatrice de SEO sans migraine, la formation pour comprendre le SEO de manière simple, sans se prendre la tête. Tu as plus de 3 millions de trafic SEO que tu as généré par an pour Wallaxy. Tu as plus de 1000 personnes formées via ta formation SEO et plus de 100 projets accompagnés en coaching personnalisé. T'as bien fait tes devoirs. Oui, c'est vraiment magnifique. Et tu es créatrice de contenu, notamment sur LinkedIn, sur lequel je te suis beaucoup. Quelles sont les actus, Amandine ? Là, je viens de lancer mon agence SEO. Ok, trop bien. C'est parti, on démarre avec une belle équipe de 7 personnes sur Montpellier. Ok, écoute, bravo. Et puis très content d'avoir avec nous autour de ce plateau. Et je continue à ta droite et à ma gauche avec Louis Marty. J'hésite toujours, mais Louis Marty, tu es cofondateur SEO de Merci Andy. Tu es aussi expert consumer and branding pour le Blast Club, qui est un club d'investissement pour investir dans les startups de demain. Il y a plus de 8000 membres et tu organises aussi les pitch live avec toutes les startups. Tu les rencontres et tu as je crois que c'est des rendez-vous mensuels que tu as avec eux, avec tous les invités prestigieux. Tout va bien, toi, Louis ? Mais très bien, je suis très heureux d'être ici. Je suis très content de la thématique. Je travaille avec beaucoup de femmes. 80% chez Merci Andy, je vis avec 3 femmes à la maison aussi, donc c'est un sujet qui me tient à cœur. Eh bien écoute, très content que tu sois avec nous et je continue le tour de table avec toi, Déborah Donnet. Déborah, tu as fondé l'agence D-Design en 2009, donc tu avais 23 ans, tu proposes à tes clients une expertise 360, tu les accompagnes à la fois sur la création de sites internet, sur la communication digitale, l'organisation de podcasts, conférences, interviews, la formation web et de communication, tu as aussi ton studio de podcast, tu as plus de 50 000 abonnés sur YouTube, la liste est encore longue. Quelles sont l'actu toi de ton côté ? On essaye d'ouvrir la voie aux femmes à travers le podcast parce qu'il y a beaucoup d'hommes dans ce domaine, comme à l'époque du web quand on développait, il y avait beaucoup d'hommes, on va dire 80% d'hommes. Donc du coup, mesdames, prenez la parole sous la forme de podcast ou contenu court. Donc c'est un peu l'actualité et l'envie de développer ça aussi. Très bien. Tu peux redonner le nom du podcast si tu veux, comme ça on peut aller le retrouver. Oui, alors le studio à Grenoble qui est mobile, on travaille avec des partenaires, donc c'est Podpreneur. Et mon podcast à moi, c'est à cœur ouvert où Marie va bientôt arriver chez nous. Donc, Trop bien. Et je continue le tour de table avec toi, Marie-Éloi. Salut. Très content que tu sois avec nous. Pareil, la liste est longue. Tu es présidente de Femmes de Territoire, un réseau d'entraide pour créer son entreprise. Bouge ta boîte, un réseau business pour développer son entreprise, avec sens. Bouge ton groupe pour aider les salariés. Tu as aussi une chronique mensuelle dans les Échos et tu animes également le podcast Elles ont osé, proposé par les Échos. Je suis très content que tu sois là. Moi aussi, ravie. Quelles sont tes actualités ? Alors on en a 2 grosses, on lance des formations sur Bouge ta boîte, donc pour toutes les entrepreneurs, avec des modules, des parcours sur la gestion, la communication, le marketing, devenir éco-entrepreneur. Et puis la deuxième, on est en finalisation de notre levée de fonds, on recherche encore 300 000 €. Okay. Donc tous les actionnaires engagés, c'est par ici que ça se passe. C'est auprès de Business Angel que tu cherches Business Angel et fonds. Voilà. C'est pour ça que tu le regardes depuis ça. Non, mais en vrai, ça peut être intéressant de discuter avec Blast, potentiellement. Ok, écoute, très cool et j'espère que tu vas aller au bout et j'en suis certain de la levée de fonds. On va suivre ça de près. Merci. Et on va commencer ce petit tour de table. On va refaire un tour de table. J'aimerais bien qu'on parle du déclic, du moment où vous avez décidé de vouloir entreprendre. Je pense qu'on a tous et toutes eu un moment. Alors, soit c'est un moment précis où on a ce déclic, on se dit ok, j'ai envie d'entreprendre. Soit c'est un peu juste la continuité d'expériences de rencontres qui ont fait que petit à petit, on a lancé notre première structure. Louis, je te lance. Allez. Dis-nous quel était ton déclic. Le storytelling est parfait, mais c'est une histoire vraie. Mais j'étais dans le TGV, donc déjà, tu vois, ça fait ça commence un peu trop
autobiographie et j'allais à Londres voir un copain et j'ai rencontré un gars que je ne connaissais pas, qui était le fondateur d'Innocent Drink, donc les smoothies. Et moi, j'étais fan de cette marque, un peu Ben & Jerry aux États-Unis, où ils ont pris un produit énorme, très grand public, et ils en ont fait un produit beaucoup mieux. Déjà, le produit en lui-même plus qualitatif, et ensuite, ils ont fait un marketing très puissant avec le packaging, les médias, la communication et les réseaux sociaux. Et je suis allé le voir au culot, et il avait des stickers Innocent sur son ordinateur. J'ai j'ai tapé cofondateur Innocent sur Google, j'ai reconnu que c'était lui. Depuis, ils ont vendu leur boîte à Coca-Cola pour plusieurs centaines de millions. Et voilà, je lui ai dit que je voulais monter une boîte dans la beauté, et il m'a expliqué comment il avait disrupté un marché. On a duré 10 minutes, on n'a pas fait tout le trajet ensemble, mais ça a été ça mon déclic entrepreneurial. Il t'a mis d'agif en disant ok, ça a l'air que je passe le pas. Ouais, d'aller sur un marché où il y a vraiment des énormes qui font des milliards et de dire en fait, t'as ta place, tu peux y aller, sachant que j'avais aucun parent, famille dans l'univers de la beauté. Je me suis vraiment fait tout seul dans ce domaine-là, donc il m'a encouragé. Trop cool. Et toi, Amandine, c'était quoi ton déclic? J'ai toujours été, j'ai été salariée et entrepreneur pendant plusieurs années. T'as entrepris pendant que tu étais salarié? Ouais. C'est cool, trop bien. Par pur hasard. Vraiment, un jour, un client qui m'a dit « Oh, tu peux m'accompagner ?» J'ai dit « J'ai pas de statut, mais pourquoi pas ?» Ouais, ok. Et il y a un an, j'ai eu un accident de voiture assez important et je me suis dit « Ok, c'est quoi tous les rêves que j'ai mis au fond de cette boîte, que j'ai pas réalisé par peur ?» Et j'ai pensé vraiment à lancer mon agence SEO et à me lancer à mon compte. Et j'avais jamais osé parce que j'avais super peur en fait, de me lancer moi toute seule. Et en fait, je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller prendre tous ces rêves que j'ai mis de côté. Et cette année, on y va à fond. Bravo, trop stylé. Et du coup, ta boîte a combien de temps là? Littéralement 10 jours. D'accord, donc là, ça s'est passé il y a... Ok, bravo, grave, c'est le démarrage. Ah oui, donc là, ça t'est arrivé il y a peu, là, tout ce chamboulement. C'est ça. Ok, écoute, bravo à toi de t'être lancé, c'est vraiment... Bienvenue dans ce monde extraordinaire. Là, t'as le smile, c'est les 10 premiers jours. On va en reparler dans un an. Alors, et du coup, on va continuer le tour de table. Pardon, toi, Déborah, c'était quoi ton déclic? J'étais pas dans le TGV, j'étais dans le canapé et je vois passer une publicité à la télé. On était en 2009, donc il y a 15 ans justement. Et je vois passer un nouveau statut d'auto-entreprise, parce que maintenant c'est plus micro-entreprise. Et on dit, avec 1 euro en poche, on peut créer sa société. Bon, déjà, une femme, vouloir être chef d'entreprise sans avoir l'apport de notre mari, à l'époque, j'étais jeune pour avoir un mari, effectivement. Je me suis dit, tiens, c'est possible. Et le même jour, on me diagnostique une maladie intestinale qui fait que je me dis, alors, ça va être compliqué d'être salarié puisque je vais être absente régulièrement. Et en même temps, mon père qui me dit, en fait, tu peux tenter avec 1 euro, au pire, tu perds 1 euro. Quoi. Bon, ça a été plus compliqué que ça, bien sûr, avec les années, mais jamais arrêté, jamais salarié, et je regrette pas du tout. Ok, trop cool. Écoute, merci d'avoir partagé ton parcours. Et toi, alors Marie, c'était quoi ton déclic? Moi, c'est une aventure incroyable. Avant, j'étais journaliste à Radio France Internationale, donc j'ai beaucoup voyagé. Et à la naissance de ma fille, j'ai tout arrêté parce qu'elle avait des soucis de santé. Et quand elle a eu 3 ans, il a fallu la scolariser. Et moi, à l'étranger, j'avais vu des écoles Montessori. Je savais que c'était génial pour l'autonomie, la confiance en soi. Et il n'y en avait pas dans mon petit village breton. Et en fait, on m'a mis en relation avec une maman qui cherchait aussi une école alternative. Et on s'est retrouvés devant une école à l'abandon, avec du parquet au bord de la mer, magnifique. Et on s'est dit, on va la créer, cette école. Et on était en avril 2011. Et on voulait la créer pour la rentrée, donc septembre 2011. J'étais enceinte de 6 mois en plus. Et du coup, on a proposé notre projet à l'association qui détenait le locaux. Je me rappelle, c'était un mardi d'avril 2011. On l'a eu à l'unanimité. Le jeudi matin, avec ma fille, on mettait des affiches jaunes fluo sur tous les ronds-points à 30 km à la ronde. Nouvelle école Montessori, porte ouverte ce week-end. Trop cool. Ouverture en septembre. J'avais pas fait d'études de marché, rien en fait. On n'avait pas d'argent, on n'avait rien du tout. Et mon amie a nettoyé l'école, a cherché du matériel Montessori. Et le samedi matin, c'était l'ouverture des portes ouvertes. Et on s'est regardé, on a eu un moment de lucidité. Et on s'est dit, mais est-ce qu'il va y avoir du monde à notre truc? C'était noir de monde. Et le dimanche soir, c'était complet pour 2 ans, l'école. On avait trouvé les parents, les enfants, on avait les enseignants qui s'étaient déplacés. On avait trouvé des tables et des chaises des écoles autour qui nous les avaient apportées. On avait reçu des dons, donc on a pu acheter le matériel. Mon fils est né en juillet et l'école a ouvert ses portes en septembre. Wow. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à partir d'une idée ou d'un projet qui nous tenait dans les tripes, qui était important pour nous, on pouvait avoir un impact autour de soi. Et après, du coup, j'ai continué. J'ai créé un premier réseau d'entraide en Bretagne, puis un 2e national, puis un 3e national. Puis pour les salariés, voilà.
Et aujourd'hui, c'est les 2 plus gros réseaux féminins pour l'entrepreneuriat en France et même en Europe. Et tu penses, c'est ce que j'avais demandé, tu es exclusivement en France, ce qui est déjà énorme. Non, ça y est. Ça y est, tu as déjà visé l'international. Ok, bah écoute, bravo. Merci à vous tous de nous avoir partagé votre déclic. On va, avant de découvrir des entrepreneuses qui vont venir nous partager leurs projets, on va avoir une petite rubrique qui s'appelle La Bonne Dose. Je vous en parle dans quelques secondes. Générique. Dans ce format La Bonne Dose, vous le connaissez, je pense maintenant, si vous suivez Flair depuis un petit moment. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker et commenter. Vous connaissez Nathan Amram, le CEO de Moon AI, qui est une IA qui permet de pouvoir décortiquer les contenus sur les réseaux sociaux pour vraiment réussir à comprendre quels sont les enjeux et l'engagement derrière les contenus. Il va nous parler d'actualité business, on va comprendre un petit peu ce qui s'est passé dans les dernières semaines, mais il va le faire avec sa vibe, avec une patte à la Nathan. Messieurs, dames, tonnerre d'applaudissements pour Nathan Amram. Il est beau en t-shirt blanc, monsieur Amram. Comment allez-vous? Vous-même. Ça va, qu'est-ce que tu nous as préparé de aujourd'hui, on va rester dans le thème, on va parler d'entrepreneuriat au féminin. Magnifique. Et voilà. Alors récemment, l'Observatoire de BPI France Création a publié une enquête sur la place des entrepreneuses dans la French Tech. Et on va commencer par le positif. Depuis 2023, il y a de plus en plus de femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. C'est super, mais, parce que oui, malheureusement, il y a un mais, elles doivent encore faire face à des obstacles, notamment en ce qui concerne les levées de fonds. Et je trouve cette information complètement absurde. Vraiment, j'arrive pas à comprendre le fait que ce soit une réalité. C'est encore plus absurde que le fait qu'un jour, un mec se soit dit « Tiens, je vais aller pirater des comptes Instagram pour me faire de l'argent ». Et ce qui me rend fou, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on ne semble pas vraiment voir de solution viable pour contrecarrer un petit peu cette situation. Et récemment, j'ai repensé à une vidéo dans laquelle j'ai vu des hommes tester une machine qui pouvait en fait simuler la douleur que ressentaient les femmes lors des règles. Et je me suis dit, pourquoi pas créer en fait une machine qui envoie peut-être des toutes petites décharges électriques aux acteurs de la tech dès qu'une décision sexiste est prise. Je me dis peut-être ça permettrait de changer les choses. Mais sinon, vraiment, le plus simple, ce serait de comprendre qu'être sexiste, c'est comme être un pirateur Instagram, ça emmerde tout le monde. Voilà. Ah ouais, Nathan. Merci beaucoup. Reste la prochaine, Nathan. Donc ça existe vraiment Il y a une vidéo qui passe, je crois qu'il s'arrêtait au niveau 3 sur 10 de l'intensité de la douleur. Bon, ce serait bien pour pas mal de personnes, je pense, de comprendre ça. Et on va passer au prochain format, le format Maintenant que jamais. On envoie un petit générique et je vous explique ce qu'il en est. Générique. Sur ce format Maintenant ou jamais, on va recevoir 2 entrepreneuses les unes après les autres qui vont venir nous parler de leur entreprise. Alors elles sont plus ou moins avancées, soit c'est un projet un peu au démarrage, soit c'est une boîte qui fait déjà pas mal de chiffre d'affaires. Et l'idée c'est qu'elles ont 1 minute pour parler face caméra, le fameux elevator pitch qu'on connaît. Elles vont soit avoir une problématique à la fin auquel vous pouvez potentiellement essayer de répondre, et où il n'y a pas de problématique, mais je compte sur vous pour pouvoir la challenger et puis la questionner un peu. Déborah, je te sens ready pour décortiquer tout ça. On va recevoir la première entrepreneuse, c'est Marion Leporc. Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. Tu vas bien? Ouais, très bien. Toi. Oui, très bien. T'as compris le concept? Ouais. Ouais? Et je te laisse te mettre au milieu, regarder la caméra qui bouge pas, et puis écoute, c'est à toi de jouer. Merci. Bonjour, moi je m'appelle Marion Leporc, je suis la fondatrice et la dirigeante de la faïencerie des Rêves à Dèvres dans les Hauts-de-France. C'est un petit village dans le Pas-de-Calais dans lequel il y a eu de la faïence pendant 250 ans. Et tout s'est arrêté il y a à peu près 15 ans quand la dernière manufacture a fermé. Moi je suis lilloise et en fait j'ai eu envie de redémarrer ce savoir-faire, de le faire revivre en fait, même si tout était fermé. Donc j'ai été dans les cafés à Dèvres pour trouver des anciens qui savaient encore fabriquer. J'en ai retrouvé 3, dont un qui m'a tout transmis. Et ensuite, j'ai donc redessiné tous les modèles à partir des archives. Donc je les ai modernisés et j'ai redessiné toutes les formes. À mon tour, j'ai pu former une collaboratrice du coin. Donc on peut de nouveau dire à Dèvres qu'il y a aujourd'hui de nouveau de la faïence. On distribue aujourd'hui, ça fait 1 an qu'on a commencé la commercialisation, on distribue aujourd'hui aux particuliers sur notre site internet et aux professionnels des pièces sur mesure faites à la main, fabriquées dans notre atelier, notre petit atelier. Et voilà, aujourd'hui on va commencer à s'exporter aux États-Unis. Oh, bravo Marion, trop bien. Du coup Marion, est-ce que tu as une problématique particulière ou pas? Oui. Tu dois en avoir même plusieurs. J'en ai plein. T'en sélectionnes une. Oui, j'en ai plein. Nous, notre problème, c'est vraiment d'atteindre le milieu du luxe, en fait. Parce que comme on fabrique à la main et on fabrique en France, on arrive sur des produits qui sont de très haute gamme. Et c'est assez difficile pour moi d'atteindre ce milieu, parce que moi, je ne viens pas du tout de l'avant, c'est une reconversion. Ok. Voilà. Et peut-être juste pour avoir un élément complémentaire pour que vous puissiez répondre, c'est principalement du B2C ou du B2B? C'est principalement du B2B maintenant. C'est plutôt du B2B, voilà. ok. Donc sur des carreaux de faïence et de la vaisselle. Ok, trop cool. Bon, qu'est-ce qui va se lancer?
Moi, j'ai vu ce que tu fais, c'est magnifique. Merci beaucoup. Vraiment, c'est très beau, c'est de grande qualité. En plus, tu fais revivre un savoir-faire. Donc, moi, j'y suis très sensible, hein, forcément. Et là, tu souhaites donc toucher des marques de luxe, genre Le Bon Marché, ou être présente dans des grandes enseignes commerciales, Oui, c'est ça? c'est aussi pouvoir atteindre, par exemple, des hôtels, des très grands restaurants étoilés, etc. etc. Est-ce que tu as déjà essayé? Est-ce que tu as déjà essayé de les contacter directement? Mais j'imagine c'est plutôt par relation. Exactement, Il faudrait que tu c'est un peu ça le arrives à placer des produits, à faire des belles photos sur les réseaux sociaux pour que ça marche avec des influenceurs. Est-ce que tu as déjà envoyé tes productions à des influenceurs ou des influenceuses? Non, effectivement, les influenceurs, c'est peut-être des influenceuses déco, Ouais. influenceurs déco, ça pourrait être pas mal de leur envoyer gratuitement en cadeau. Et puis eux, si ça leur plaît, ils font quelque chose. Ça peut être pas mal, ça À peut tester. commencer à Faut attirer bien l'œil. l'emballer, quoi. Parce que si... Ouais, bien On sait- emballé ou on en sait faire. personne. Oui, oui. Comme ça, ils te rendent compte, ils connaissent ton histoire derrière. Parce qu'en fait, ce qui est hyper touchant dans ce que tu fais, au-delà du produit qui est magnifique, c'est ton histoire. C'est le fait que tu fais revivre un patrimoine, revivre un savoir-faire dans une petite ville. Oui. Voilà, donc tout ça, ça compte beaucoup aussi. Et les histoires comptent souvent autant que les produits. Ouais. Donc, je t'invite à présenter ton produit à des influenceurs ou influenceuses déco et avec une petite note pour expliquer ton histoire. Ça marche, je le ferai, merci beaucoup. Je vais rebondir sur ce Ouais. que tu dis. On sous-estime énormément l'influence en B2B. Et il y a vraiment des bons créateurs et des bonnes créatrices de contenu en B2B et ça peut toucher des belles marques. Je pense qu'on a pensé à la même chose quand on a vu ta marque. Ce que tu fais est vraiment très très beau. Merci. Et même ton site internet passant est très bien fait, très Le clair. SEO était. Le c'est bon SEO était T'as analysé un peu le SEO était très propre. Mais ouais, l'influence. Et je pense que ce qui manquait un peu sur ton site internet, c'était que tu parles un peu plus de toi. Et donc incarner peut-être un peu plus ton personal branding. Ok. Puisque là, tu vois, moi je t'ai découverte dans ton pitch beaucoup plus qu'en arrivant sur ton site. Ok. Et peut-être que c'est cette petite lumière-là qui pourrait t'aider un peu plus. Merci beaucoup, je le ferai. Et Louis, si tu mets ta casquette un peu modèle économique, business, marge, rentable, Non, on veut bah, je vais dire juste avant, c'est pourquoi la faïence s'est arrêtée. Je pense que c'est intéressant, c'est ce qui manquerait dans ton pitch. Je ne sais pas si tu l'as dit, mais je ne crois pas. Mais pourquoi elle s'est arrêtée et pourquoi tu as envie de la faire revivre? Au-delà de c'est sympa, mais c'est peut-être pour le patrimoine français ou peut-être même le patrimoine d'une certaine région. Mais le luxe est hyper sensible à ça, Ok. souvent plus qu'à l'objet. D'accord. Tu vois, dans l'art, ce qui est intéressant, c'est l'histoire autour de l'œuvre ou de l'artiste, plus que vraiment souvent l'art en lui-même. Et d'un point de vue business, non, bah, c'est des super objets. Je pense le plus difficile pour toi, c'est le prix, à fixer le bon prix. Ça va être ton plus gros enjeu. Et je pense qu'il faut que tu t'inspires des artistes. Il faut que tu l'augmentes en permanence, mais jamais que tu le baisses. Ça veut dire, voilà, un artiste, quand il baisse ses œuvres, c'est très mauvais signe. Et moi, le luxe, en général, les prix, ça fait que augmenter petit à petit ou stagner, mais il faut jamais redescendre parce que c'est là où tu perds en crédibilité. Voilà, et il faut faire attention. Et j'ai pas mal d'artistes autour de moi et ils augmentent, mais il faut jamais baisser. Ok. Sinon, tu perds beaucoup de choses. D'accord, merci beaucoup pour tous ces conseils. que de bons Merci. conseils. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Sur Instagram, Des Rêves Faïencerie. Notre site internet, c'est desrêves.com. Ok, Et je partage aussi pas mal sur LinkedIn sur mon expérience d'entrepreneur. Voilà. ok. Et ben écoute, on va regarder tout ça. Encore bravo à toi, Merci Marion. Merci beaucoup. Merci. Très stylé. Et on va découvrir maintenant la deuxième entrepreneuse qui est sur un tout autre sujet qui s'appelle Hélène Malka Mailleux, qui est la fondatrice de Pixel. J'espère bien l'avoir dit. Salut, mais je t'en prie, viens. Salut Hélène. Hello. Ça va bien? Très bien, merci. T'as compris le J'ai concept, compris le le principe. concept. Je te laisse te mettre au milieu, regarder la caméra qui ne bouge pas et c'est à toi de jouer. Let's go. Alors moi aujourd'hui je vais vous parler de santé et en particulier de santé des femmes. Par contre je vais parler de chiffres pas très joyeux. C'est qu'aujourd'hui autour de nous il y a une femme sur 8 qui va être confrontée à un cancer du sein au cours de sa vie. Et si on prend les chiffres des cancers féminins, c'est-à-dire ovaires, sein, col de l'utérus et endomètre, c'est une femme sur 7. Donc aujourd'hui, il y a des dépistages qui existent, mais malheureusement, seuls 50% des femmes font appel à ces dépistages systématiques proposés par l'assurance maladie. Donc chez Pixel, ce qu'on propose, c'est un test de dépistage simple et rapide à partir d'un échantillon d'urine. L'idée, c'est que les femmes le fassent à domicile ou au travers d'un cabinet médical, le déposent ou l'envoient dans un laboratoire de biologie qui réalisera notre test. Et via notre algorithme, on aura un score de risque qui déterminera si la patiente a une suspicion de cancer ou non pour les cas de cancer que je viens de citer. Parce qu'évidemment, l'idée derrière tout ça, c'est qu'un cancer qui est détecté tôt, c'est bien mieux pris en charge et ça se guérit beaucoup mieux. Bravo, bravo Hélène. Très beau projet, c'est magnifique.
Yop, tu l'as lancé il y a combien de temps du coup, Pixel? Donc on a commencé avec ma cofondatrice en mars-avril 2023. On a cofondé officiellement en décembre 2023 et depuis, voilà. Pixel Vie et on est maintenant 3 cofondateurs. Bah écoute, bravo. Le gros problème, et après je vous laisse rebondir juste, il est sur la pédagogie pour que les personnes prennent conscience que d'anticiper tôt est la bonne... Tu as tout à fait raison, c'est un des problèmes aussi parce que voilà, nous on développe notre test, donc forcément on prêche un peu pour notre paroisse, mais on prêche aussi au maximum. On est là aussi pour essayer, en tout cas à notre niveau, de faire en sorte que les femmes aillent le plus possible se faire dépister. Ouais, ok. Et est-ce que tu as une problématique que tu as envie de partager pour qu'on puisse rebondir? Celle-là, c'est exactement celle que tu viens de décrire en fait. C'est justement comment faire en sorte et comment aller essayer d'attirer toutes ces femmes vers le dépistage. Donc j'ai entendu plein de choses sur les types de communication, etc. Voilà, moi, c'est pas du tout mon domaine. Et ben là, je pense que tu es bien entourée. Avec ça, mais effectivement, nous, ça nous intéresse à la fois de faire de la pub, entre guillemets, pour le dépistage, mais surtout de dire à toutes les femmes que le dépistage, avoir un diagnostic de cancer à des stades très précoces, c'est plus de 90% de chances de réussite, de guérison. Donc, c'est quand même impressionnant, ouais. Maximiser ses chances. Voilà. Qui est-ce qui veut commencer à se lancer pour l'aider sur la partie communication? Je pense qu'il y a 1000 choses à se dire. Moi déjà j'ai appris quelque chose, je ne savais pas du tout qu'on pouvait être détecté par l'urine. En fait, c'est tellement simple, c'est tellement facile. Comment ça se fait que ça n'a pas existé auparavant? Donc merci de le faire, c'est vraiment d'utilité publique générale ce que tu fais. Merci pour ça. Merci, Marie. Effectivement, il faut que ça soit connu du grand public. Comme je disais, c'est d'intérêt général. Donc pour moi, est-ce que tu es allé contacter le ministère de la Santé ou les agences régionales de santé ou ces instances-là? Parce qu'en fait, effectivement, même l'assurance maladie, c'est aussi à eux de communiquer là-dessus parce que ça coûte moins cher si on est dépisté plus tôt. Exactement. Et puis après, toute la presse. La presse va vraiment être friande de ton innovation parce que c'est une innovation, parce que c'est facile, parce que ça touche les femmes, parce que ça sauve des vies. Donc là, campagne de presse de manière assez facile, sans forcément de budget, un communiqué de presse bien ficelé. Ils vont être ravis en plus de voir que c'est toi à la tête, donc en tant que femme qui a décidé de s'investir. Et puis contacter les institutions officielles pour qu'elles-mêmes communiquent de manière massive. Ouais, carrément. Donc la seule étape qu'on ait faite dans ce que tu as dit, c'est l'ARS. On a commencé à contacter les ARS en région. Et puis bien sûr, on essaye d'approcher l'assurance maladie par tous les moyens parce que effectivement, c'est exactement ça. Non seulement il y a plus de chances de guérison, mais en plus, ça coûte vachement moins cher pour l'assurance maladie de prendre en charge un cancer qui est détecté très tôt. Oui, c'est un enjeu de santé publique et l'ordre des médecins aussi. Ça peut être bien d'aller les contacter dès le démarrage. Très bonne idée, ouais. Je pense qu'il y a un vrai travail d'éducation aussi peut-être à faire parce que tous les chiffres que tu viens de présenter, je ne suis pas sûre que toutes les femmes connaissent. Donc ce serait peut-être aussi intéressant d'incarner ton projet, que ce soit toi ou que tu le fasses à travers quelqu'un qui a envie de communiquer, mais vraiment d'éduquer en fait sur ce projet-là, sur ces chiffres et notamment ce qui pourrait faire parler de ton concept, puisque si tu arrives à créer aussi une certaine audience ou une certaine communauté, tu auras sûrement aussi plus de poids auprès l'assurance maladie, peut-être, j'espère pour toi, mais en tout cas auprès de marques, auprès de personnalités publiques, et du coup ça pourrait te permettre aussi de faire découvrir un peu plus ton pourquoi aussi. Et peut-être même d'entreprises qui peuvent se sentir impliquées, concernées pour pouvoir mettre en place des dispositifs en interne pour les boîtes. Exactement, je suis intéressée aussi par les médecines du travail complètement. Ça fait plein de sujets à traiter. Non mais c'est cool, écoute, tu es là pour justement on essaie de trouver un max de portes, donc écoute, hyper content de t'avoir reçu. Beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver, donner un max de force? Sur internet, pixel.fr et puis LinkedIn. Voilà. LinkedIn à fond. Nous on a une communication restreinte. Ok, ça roule. Écoute, un immense merci à toi Hélène et encore bravo pour tout ça, c'est super. Merci beaucoup Hélène. Très très beau projet, vraiment mortel. On va passer à un autre format, qui est un format qui est un petit peu différent de celui dont on vient de parler, qui va être un format coup de pouce. Je vous explique dans quelques petites secondes, générique. Sur ce format coup de pouce, on va recevoir un entrepreneur et pas des moindres. On va recevoir Olivier Ramel, qui est le CEO de Kimono, qui va nous parler d'une thématique qui va vous parler forcément. On va parler de culture d'entreprise. On sourit un petit peu avec lui parce que c'est un ami de longue date. Et du coup, il va nous parler de culture d'entreprise, un sujet sur lequel on va débattre aussi un petit peu. Mais avant, tu vas nous partager un maximum de contenu. Messieurs, dames, un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Ramel. Comment allez-vous? Ça va? Ça va, bon on est obligé. Voilà. Tu as à la maison. Du coup, je te laisse le plateau, la caméra qui ne bouge pas, tu pitches et puis ensuite on rebondit dessus. Parfait, merci.
Bonjour à tous, donc moi c'est Olivier Hamel, je vais vous parler de culture, un sujet qui me passionne. Mais avant ça, je vais vous parler de 2-3 chiffres. Seulement 7% des employés français estiment être engagés dans leur entreprise, ou encore 75% des employés peuvent quitter leur entreprise à cause d'une mauvaise culture. Et enfin, un dernier pour la route, 70% des candidats estiment que les valeurs sont quelque chose d'un critère décisif pour leur process de recrutement. Mais avant, qu'est-ce que la culture ? La culture, c'est la base, c'est ce qui porte tout. La stratégie, la vision, les équipes. Et donc nous, chez Kimono, on a défini une nouvelle manière pour pouvoir le travailler, peu importe le stade de la boîte, et on appelle ça la méthode des 4 piliers. Donc le premier pilier, c'est la raison d'être, c'est votre pourquoi. C'est comment votre entreprise améliore la vie de vos clients. Elle doit être authentique, elle doit être unique, elle doit être inspirante, différenciante, avec une vision long terme. Deuxième pilier, c'est le système de valeurs. Donc les valeurs, on sait tout ce que c'est, mais nous, on l'aborde comme un système. Donc on appelle ça les pierres angulaires. C'est les pierres angulaires qui ne peuvent jamais être compromises. C'est vos principes directeurs qui vous guident dans toutes vos décisions. Elles sont uniques et elles marchent ensemble. Enfin, troisième pilier, c'est l'identité. C'est ce qui symbolise votre entreprise. C'est tout ce qui vous caractérise comme des symboles, des emblèmes, des couleurs, tout ce qu'on peut voir finalement. Et quatrième pilier, c'est les rituels, c'est l'expérience de votre culture. Ça va donner un cadre à votre équipe, ça va surtout les guider tout au long de leur parcours. Donc de l'onboarding, de l'offboarding, bref, vous l'avez compris, la culture porte tout et sans elle, la boîte ne vaut rien. Bravo Olivier. Merci beaucoup. Merci Olivier, si vous voulez voir, c'est Kimono. On va passer au dernier format, j'espère que vous avez encore un petit peu de jus puisque c'est le format débat. J'envoie un petit générique et je vous explique. Générique. Et pour ce dernier format, le format Flair Play, on va parler débat. Et aujourd'hui, j'ai besoin de vous pour discuter autour de cette thématique. Et la thématique, je vous la pose, c'est femmes et chefs d'entreprise, une situation toujours complexe. J'ai besoin d'avoir une personne qui se lance pour pouvoir commencer à lancer le sujet. Je veux surtout pas parler au nom des femmes. Oui. Voilà, je veux pas me mettre à leur place, c'est pas du tout l'objectif. Plus, je suis avec une femme entrepreneuse, mariée avec une femme entrepreneuse. J'ai 5 anciennes salariées femmes qui ont monté des boîtes, 3 dans la beauté, 1 dans la restauration et 1 dans le textile. Donc, et j'ai suivi leur aventure. Mais en tout cas, de mon point de vue, j'ai le sentiment qu'il y a un rééquilibrage qui s'est fait, qui est certainement pas à la hauteur. Mais quand on compare, j'imagine à l'époque de mes parents, moi, ma mère, elle a toujours voulu monter une boîte et je crois qu'elle vit un peu en moi ce qu'elle n'a pas jamais réussi à faire. Je trouve que la société va dans le bon sens. On est très loin du compte et c'est pas à moi de le dire, mais j'ai le sentiment que, en tout cas par rapport à l'époque de ma mère et à celle de mes parents, j'espère, et moi je fais tout pour qu'on quitte la société patriarcale où c'est l'homme qui gagne plus d'argent ou l'homme qui entreprend à la maison. Et j'adore toutes les initiatives vraiment dédiées aux femmes. Ce que vous faites, c'est... Ça tombe bien, on est en pleine levée, Louis. Voilà, mais je suis pour. Après... c'est parfois en tant que... Mais non, je vais laisser la parole et après Okay, après on rebondit. Ouais. J'ai senti que tu as dit... Oh. Ouais. Moi, en tout cas, je partage pleinement le point de vue de Louis. Comme ça, et vraiment, je pense que ça va mieux. On est à des années-lumière de voilà, parité. Exactement. Moi, je veux vraiment aussi souligner cette phrase. Marie. Ouais, mais je vois vraiment qu'il y a un vrai éveil et une vraie conscience. Donc merci Louis pour ça. Et effectivement, il y a un changement de mentalité. Il y a un éveil en même temps sur l'égalité, en même temps sur l'écologie. D'ailleurs, c'est lié, c'est ensemble et c'est normal. Les deux sujets sont vraiment interdépendants. Mais par contre, par exemple, quand moi j'ai lancé le premier réseau féminin il y a 10 ans, on disait publiquement, mais pourquoi, devant des assemblées, mais pourquoi tu vas t'embêter à créer un réseau de femmes qui vont se crêper le chignon et qui vont faire du tricot ensemble. Aujourd'hui, on ne dirait plus ça. Donc oui, il y a un éveil et oui, ça s'améliore. Maintenant, les chiffres, ils restent vraiment pas bons. Et là-dessus, on sait ce qu'il faut faire. Hein. On sait, il y a toute une liste et notamment faire en sorte que les femmes réseautent parce que nous, les femmes, on est extrêmement douées dans le réseau personnel. Donc échange de bons plans, médecin, babysitter, enfin, on est au top du top. Par contre, au niveau professionnel, c'est vraiment là où il faut qu'on soit entouré. Les femmes entrepreneurs, les entrepreneureux sont isolées et ça, c'est partout en France. C'est vraiment quelque chose, c'est une caractéristique commune. Et en fait, juste pour donner quelques chiffres, aujourd'hui, sur 100 femmes, il y en a 3,4 en France qui sont entrepreneurs.
c'est très peu, on est en retard. On est un des pays de l'OCDE en retard. Par exemple, le Royaume-Uni, c'est 2 fois plus. Le Canada, c'est 13%. Je ne parle même pas du continent africain où c'est incroyable, c'est 25%. Donc là-dessus, on est en retard. C'est un entrepreneuriat qui est encore précaire parce qu'on a parlé tout à l'heure des startups, mais la grande masse, ce sont des TPE, donc commerçantes, artisanes, professions libérales, indépendantes, freelance. Et là-dessus, les chiffres sont les mêmes partout et c'est pour ça que j'ai lancé Bouge ta boîte. C'est 67% des dirigeantes qui gagnent moins de 1 500 € par mois. Pourquoi ? Par manque de réseau. Parce qu'il y a l'expertise, c'est de la reconversion, l'entrepreneuriat des femmes. Donc il y a l'expertise, il n'y a aucun doute. Il y a la prise de risque, parce que je ne vois pas comment on peut prendre plus de risques que de se lancer dans l'entrepreneuriat sans réseau, sans financement, parce que c'est le cas. Il y a un manque de financement, mais ça va concerner plutôt le côté start-up que le côté TPE. La plupart ne se financent pas, il n'y a que 12% qui se financent. Et pourtant, c'est engagé. Il y a toujours quelque chose de RSE dans les entreprises portées par des femmes, donc soit avec un impact social, sociétal, environnemental. C'est vraiment des entreprises créées par le sens et ça, c'est massif. Chez les hommes aussi, mais encore plus, c'est encore plus perceptible chez les femmes. En tout cas, les statistiques le montrent. Et donc, ce qui fait la différence, et après, je laisse la parole, ce qui fait la différence, hyper intéressant, c'est cool. C'est le réseau. Ouais. À partir du moment où une femme entre dans un réseau, quel qu'il soit, il y en a plein, ça change tout. Parce que tu es entourée, donc tu connais les aides, les financements au démarrage, tu fais un BP, un business plan, tu es mis en relation avec les bonnes personnes. Et au moment où ton entreprise est lancée, eh ben, tu es recommandé, tu es challengé. Enfin, vraiment, le réseau change tout. Et la meilleure preuve, c'est que les hommes donc, réseautent de façon formelle et informelle, les femmes pas du tout, comme j'ai dit tout à l'heure. Et aujourd'hui, l'écart de rémunération entre femmes et hommes à la tête de petites entreprises, c'est 8 000 € par an. Ça fait passer de pas en vivre à en vivre, clairement, c'est ça la différence. Et chez Bouge ta boîte, en moyenne, elles font 8 000 € de chiffre d'affaires en plus à partir du moment où elles sont dans le réseau. Donc on voit bien... c'est un impact direct. En fait, on sait ce qu'il faut faire. Et le Canada, ils ont du coup insufflé et soutenu massivement les réseaux féminins parce qu'ils savent que ça marche. Donc j'attends qu'on le fasse aussi en France. Bah, ça va arriver, tu fais bouger les lignes, il y en a plein d'autres. Quels seraient les autres leviers que le côté communautaire ? Ou peut-être que tu voulais rebondir ? Non, mais c'était pour témoigner. Alors j'ai pas d'apport, j'ai pas de compensation à dire ça depuis 2018. Moi, je le dis à chaque fois, et je sais que tu le sais ce que je vais dire, j'aurais aimé avoir Bouge ta boîte ou un autre réseau féminin quand je me suis lancée, parce qu'il n'y avait que les réseaux de la CCI, donc vingtaine d'années, ils ont tous 50 ans et plus. L'anecdote, j'avais des Converse à paillettes, donc en fait, j'avais rien compris au code de l'entrepreneuriat. Donc ils ont dit, mais tu es qui ? Tu es là stagiaire ? Et je dis non, je suis chef d'entreprise, et ils ont tous rigolé. Et ce jour-là, je me suis dit, plus jamais je veux sentir cette sensation. Et 9 ans après, j'ai rencontré donc Bouge ta boîte, et heureusement que des organisations, donc le tien, mais d'autres, redonnent aussi la confiance aux femmes parce qu'on n'est pas habitué à la maison. C'est en train d'évoluer. Les plus jeunes générations, comme Amandine, ou les plus jeunes de 10-15 ans, ça arrive. Heureusement, ça bouge. Mais c'est encore un petit peu frileux, en tout cas en France. Et une chose importante, on ne prend pas la place de l'homme parce que des fois, j'entends des discours. Je suis dans un domaine du web qui est très masculin. Et on me dit « Ah, mais vous voulez aller plus fort que nous, remplacer, etc. » Et au contraire, non, on veut juste prendre notre place comme ça devrait être depuis des années. Quoi. Et je pense de prendre la parole sans forcément parler des inégalités ou autre, plus que de montrer les rôles modèles en fait, qui vont standardiser et démocratiser en fait, juste un truc qui doit être plus normal. Je dis un dernier chiffre, après je me tais pour le reste du débat, c'est promis. Non. Est-ce que vous savez, dans les personnalités les plus médiatisées en France, dans la catégorie business patron, qui est la pire pour les femmes, est-ce que vous savez combien il y a de femmes médiatisées ? Moins de 10%, je me lance. Ouais, j'aurais dit moins de 10 aussi. Ouais. C'est 1% et c'est un chiffre qui ne bouge pas. Ah, c'est ça le pire, c'est que ça n'évolue pas et que ça bouge pas. Donc c'est difficile de se projeter quand on n'a pas de rôle modèle, donc d'où l'intérêt des réseaux féminins aussi. Amandine, est-ce que tu veux rebondir ? Oui, carrément. Je vais peut-être apporter une vision d'une génération peut-être un peu différente. Mais effectivement, moi, pourquoi j'ai osé prendre ma place aussi, c'est parce qu'à des moments, j'ai eu des mains tendues, aussi de la part d'hommes, dans des milieux que je n'aurais pas pu accéder sans ces mains tendues-là. Donc je pense vraiment que les hommes ont un vrai rôle aussi à jouer dans la cause féminine. Parce que je sais que moi, j'aurais pas pu prendre ma place comme je l'ai prise aujourd'hui si vraiment j'avais pas eu des coups de pouce, des encouragements, du réseau aussi. Et le personal branding, je pense, est en train aussi de casser quelques codes. Puisque, en gros, maintenant, les gens ont beaucoup plus la facilité de prendre la parole. Et je trouve que les femmes, même s'il y a ce syndrome de l'imposteur, même si ça reste difficile, même si des fois on se dit, mais j'ai pas la crédibilité pour prendre la parole sur ce sujet-là, qui nous colle un peu encore au basque, et où j'espère on arrivera à s'en débarrasser à un moment donné. Le personal branding et le fait de prendre la parole vient casser les codes, vient
faire prendre de la place aux femmes dans des milieux importants, dans des milieux tech, comme tu l'as dit, où c'est pas toujours simple. Moi, pour l'avoir beaucoup vécu, à mon jeune âge. En tout cas, ça a été, mes premières barrières, ça a été vraiment ça. Je suis jeune, je suis une femme, et je viens dans un milieu tech. J'ai rien à faire ici. Voilà. Alors, tu as toute ta place ici. Louis, tu voulais rebondir ? Moi, je suis un peu plus trash. Je pense que la femme est plus intelligente que l'homme. Et je le pense sincèrement, et même émotionnellement, l'intelligence émotionnelle dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très important. Et moi, je trouve que les femmes sont plus intelligentes émotionnellement. Quand on regarde quand même les dévastes dans le monde, c'est beaucoup les hommes avec un petit H. D'ailleurs, il faut enlever les hommes avec le grand H, ça n'existe plus. Et je pense qu'on manque de symboles. On a parlé de culture d'entreprise, mais on manque de symboles. Alors oui, on a Marianne en France, mais par exemple, le liberté, égalité, fraternité, il est dérangeant. Et je pense qu'il y a des symboles à mettre dans la société pour que la femme soit égale à l'homme et qu'il n'y ait plus vraiment, on devrait dire, humanité, plus que fraternité ou sororité. Ou alors on rajoute sororité. Mais adelphité, tu sais, c'est le mot qui veut dire fraternité et sororité, c'est adelphité. Adelphité. C'est magnifique. Mais je pense qu'il y a peu de gens qui le connaissent, il doit y avoir moins d'1%. On peut faire de la pub. Mais moi, je crois aussi au symbole. C'est ce qui donne beaucoup de pouvoir, le symbole. Et on n'en a pas suffisamment, je trouve, même si je trouve que les médias, pour avoir vu Qui veut être mon associé un peu de l'intérieur, ils ont eu beaucoup de mal à recruter des femmes. Ouais. Et pas parce que ça manque de femmes investisseuses, clairement, mais aussi parce que peu de femmes voulaient se mettre en avant et parler d'argent. Et on a des superstars comme Kelly qui l'a fait et qui le fait très bien, Kelly des Secrets de Loli. Mais voilà, ils ont eu du mal à trouver des femmes qui osaient parler d'argent et se montrer. Alors, est-ce que c'est un héritage où la femme ne parle pas d'argent ? Est-ce que c'est la société qui impose ça ? Je ne sais pas, je ne suis pas une femme, mais voilà, pour moi, on a besoin de symboles très forts dans notre société pour changer la société patriarcale. Et vous pensez, quels sont les autres freins ? Parce que tu as quand même partagé des chiffres qui sont hallucinants. Et ce qui est encore plus hallucinant, c'est qu'il n'y a pas de progression sur certains chiffres que tu as partagés. Pour vous, c'est quoi les autres freins que le réseau ? Comme tu le disais, il y a le syndrome de l'imposteur, le fait de ne pas forcément oser prendre la parole, ça qui est peut-être aussi bien ressenti chez les hommes que chez les femmes, peut-être même plus chez les femmes parce qu'on en voit moins. Donc quels sont les autres freins ? Est-ce qu'on peut parler des forces aussi ? Oui, absolument, totalement. Parmi les freins, le plus gros, c'est qu'on ne parle que des freins des femmes. À chaque fois qu'un journaliste me pose la question, depuis 10 ans, c'est pourquoi les femmes, elles manquent de confiance en elles. Et en fait, ça s'appelle le syndrome de Golem ou de Pygmalion. Et en fait, à partir du moment où on prend une catégorie d'individus et qu'en permanence, on leur dit que c'est une catégorie qui ne va pas réussir, qui n'a pas confiance en elle, qui ne prend pas de risques et qu'on ne la met pas en position de pouvoir, de décision et de visibilité en parallèle, cette catégorie, elle sous-performe. Et on prend la même et on lui dit « t'es fort, tu prends des risques, vas-y, fonce ». Et on la met en position de visibilité et de pouvoir partout en disant « t'es le meilleur ». T'as raison, t'as absolument raison. Là, ça surperforme et c'est l'effet Pygmalion. Donc, j'ai besoin qu'on pygmalionne les femmes. Ok, non mais c'est pareil pour les enfants, je pense. Plus intelligente, émotionnelle et intelligente tout court. On a parlé des forces. C'est vrai, c'est absolument. Non mais c'est vrai que. Mais là-dessus, pour moi, ce qui compte, c'est la mixité. Il n'y a pas mieux ou meilleur. On a juste besoin de mixité. Et aujourd'hui, les chiffres, ils sont pas là. Je pense que c'est un bon moyen de terminer l'émission. Merci à Louis franchement d'être venu parce que je lui ai proposé, c'était pas évident, c'est une thématique qui était un peu sensible, donc je suis hyper content que tu sois venu Louis, merci beaucoup. Merci, je suis très content que vous soyez toutes venues autour de ce plateau et j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que la thématique vous a plu, je crois que oui. On a rencontré des entrepreneuses de dingue aussi à qui on a donné de la visibilité, c'est tout le but de Flair. D'ailleurs, on va aussi mettre en avant des artistes, on va terminer sur une petite note musicale. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à nous partager même tous vos projets parce qu'on va sélectionner régulièrement avec BPI France et Com des projets, des talents qui vont pouvoir venir partager leurs projets et on va essayer de les mettre en lumière un maximum. Un grand merci, je pense qu'on peut s'applaudir entre nous pour terminer cet épisode. Merci encore 1000 fois d'être venus et puis on se retrouve très rapidement pour un prochain épisode. Salut! Discrète, so fraîche, so high, mais son regard en dit long. Plongé dans l'ivresse, son baise, on parle avant qu'elle parte Cendrillon. Je mets des disquettes quand elle se comporte comme les filles de sa région. Elle devient folle et smoke la mort. Demain je fuis, pas de pardon.
J't'aime à la mort, mais j't'aimais plus quand t'étais toi. Mon amour, laisse tomber la drogue, ou laisse-moi tomber moi. J't'aime à la mort, mais j't'aimais plus quand t'étais toi. Mon amour, laisse tomber la drogue, ou laisse-moi tomber moi. Elle rougit quand elle sourit, ça devient sauvage. Elle se maquille comme une belle fille des années Kodak. Faut que je la marie, si elle fume trop, c'est pas très grave. Elle met du vernis, ça me fait frémir sur des ongles jaunis par le taps. C'est l'inverse d'une fille stable, mais c'est ma coco, c'est ma carte. Je l'appelle à toute heure, matin, soir, c'est jamais trop tôt pour se voir. Elle dit qu'elle m'aimait, moi je la crois, mais plus elle fumait, moins je la croise. Au début j'aimais bien cette vibe, hey, maintenant ça me blase. Elle est discrète, so fraîche, so high, mais son regard en dit long. Plongée dans l'ivresse, son baise, on parle avant qu'elle parte Cendrillon. Je mets des disquettes quand elle se comporte comme les filles de sa région. Elle devient folle, elle smoke la mort. Demain je fuis, pas de pardon. J't'aime à la mort, mais j't'aimais plus quand t'étais toi. Mon amour, laisse tomber la drogue, ou laisse-moi tomber moi. J't'aime à la mort, mais j't'aimais plus quand t'étais toi. Mon amour, laisse tomber la drogue, ou laisse-moi tomber moi. Ses yeux sont rouges, couleur sanguinolente. Elle danse avec moi, elle joue les insolentes. On part à l'aventure quand j'agrippe son jean. Je découvre son corps, mais je connais ses combines. Défoncée, elle se sent pousser des ailes. On s'envole et j'en rêve tout le week-end. Je l'aime, mais c'est jamais vraiment la même. Devant moi, elle effrite sa substance, elle croit s'emparer de moi. J'ai vu ses vices, elle est nocive. Elle esquive les silences, elle croit se jouer de moi. Son emprise me rend fautif, c'est ça. Elle est discrète, so fraîche, so high, mais son regard en dit long. Plongée dans l'ivresse, son baise, on parle avant qu'elle parte Cendrillon. Je mets des disquettes quand elle se comporte comme elle est fille de sa région. Elle devient folle, elle smoke la mort. Demain je fuis, pas de pardon. J't'aime à la mort, mais j't'aimais plus quand t'étais toi. Mon amour, laisse tomber la drogue, ou laisse-moi tomber moi. J't'aime à la